ben, merci beaucoup, Thomas Olivier, de nous avoir rejoints pour nous commenter un peu du coup, ce pilote. On commence par des petites présentations. Olivier, donc toi, tu as écrit aussi sur Baron Noir avant et aussi sur Avec Tapis. Thomas. Oui, avec Thomas. Donc c'était un duo de longue date déjà. Tout à fait. Donc Olivier, tu travailles aussi beaucoup au cinéma, sur pas mal de projets de films, dont Mercato que tu as écrit avec Thomas. Toujours. On est mariés aussi, on a 2 enfants. Voilà. Et toi, Thomas, tu as écrit sur Engrenage, seul Avec d'autres gens mais, Ah. qui ne sont pas là. et Profilage aussi, et au cinéma sur L'état sauvage, c'est ça? Non, ça s'appelle Un monde violent maintenant, c'est sorti en Ah. janvier, mais le D'accord. titre a changé en cours de route. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que vous faites ensemble actuellement sur lesquelles vous bossez? On boit des Rien coups ensemble. Ouais. Pour le moment, rien. On fait plein de choses, mais on ne fait pas des choses ensemble. Mais ça va arriver très vite. Enfin, pas de choses qui rapportent de l'argent. Exactement. Entre nous deux, non. Problème d'ailleurs. Bah, du coup, maintenant, on va parler de Kaboul. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivés sur le projet, comment ça commence Kaboul avec tous les deux? Alors ça a commencé tout de suite après la chute de Kaboul en 2021. En fait, une semaine après, le producteur Mathias Weber, que vous connaissez peut-être, qui est chez 24-25, nous a appelés pour nous proposer de... En fait, lui, il avait vécu avec sa mère, qui est Fabienne Servan-Schreiber. Enfin, il avait vécu avec sa mère, oui, bien sûr, quand il était jeune, mais pendant les vacances, il était avec sa mère en Grèce. Et sa mère, qui est quelqu'un d'assez influent dans le milieu diplomatico-politique, avait géré l'évacuation d'énormément d'Afghans, enfin énormément de pas mal d'artistes afghans qui avaient exposé en France. Et en fait, il avait vu sa mère pendant toutes les vacances en train de gérer cette évacuation. Et donc, il nous a appelé juste après, je pense, dès mi-septembre, quelque chose comme ça, en nous disant « Est-ce que ça vous intéresserait de vous emparer de ce sujet ?» Et on a réfléchi et on trouvait que c'était intéressant à la condition que ça ne raconte justement pas l'histoire de ces relations diplomatiques entre le Quai d'Orsay, enfin l'Europe et l'Afghanistan, mais que ça parte de l'Afghanistan lui-même. Et donc, on a commencé à réfléchir à construire une série autour de l'évacuation d'une famille afghane. Donc, c'était un peu notre point de départ et qui est resté jusqu'au bout, et vous l'avez vu ce soir. Et on a construit à partir de cette base-là. Tout à fait. C'est Olivier qui m'a appelé, parce que Mathias t'a appelé toi, et ensuite Olivier Parce m'a que je voulais proposé... faire Novembre. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu Novembre, mais c'était un peu dans le lien. Il y avait un lien avec Novembre quand même dans la gestion d'un événement historique et du multi-point de vue et de comment on peut s'emparer d'un événement historique pour en faire un récit. Donc Olivier m'a dit j'ai un truc formidable à te proposer, on va écrire sur l'évacuation de Kaboul. L'événement venait de se passer et je me disais que dans l'écosystème français d'audiovisuel, je voyais pas du tout comment cette série pourrait voir le jour, mais finalement on a réussi. Voilà. Mais je misais pas 1 euro là-dessus quand on a commencé, mais je me suis dit bon, on aime bien travailler ensemble, on va s'amuser, on va écrire un document de 15 pages, on va voir ce qui se passe et finalement c'est arrivé. Et du coup, par rapport à... c'est une série qui a été faite avec l'Alliance. Et du coup, tout de suite, l'Alliance était dans la boucle. Pas vraiment. Si, Non, quand même. au début, on a fait une Bible qui était évidemment sans diffuseur, mais et du coup, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était une Bible qui a quelques points communs avec ce que vous avez vu ce soir, mais c'était beaucoup plus centré sur les rapports entre la France, la famille afghane et les États-Unis. Ce qui est en fait un peu plus quand même la vérité de ce qui s'est passé là-bas, parce que l'évacuation de Kaboul est quand même une histoire américaine plutôt qu'une histoire européenne. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien ce qu'on a fait pour finir. Mais nous, on était partis comme ça. Et quand on a rencontré les gens chez France Télévisions, ils nous ont dit, nous, on voudrait le faire dans le cadre de l'Alliance. Et donc, on a supprimé la trame américaine, bien qu'elle soit restée un peu dans les épisodes suivants, vous verrez peut-être. Mais on a recentré la narration sur les Européens, et donc les Italiens, les Allemands et les Français, puisque donc on a dû inventer 2 trames, une trame italienne et une trame allemande, pour compléter la trame française qu'on avait déjà. Et la trame française étant, bien sûr, en plus, comme on est français, vraiment la structure vraiment originelle de ce récit, en fait. On a vraiment construit à partir d'elle. Et ça n'a pas été compliqué pour le coup, ça a l'air très, très organique avec justement l'idée que ce soit un projet de l'Alliance, parce qu'il y avait plein d'Européens, il y a plein d'expatriés. Est-ce que il y avait pas mal de matière justement sur l'histoire allemande, italienne, française pour nourrir un peu? Ça a été une contrainte assez féconde pour nous. C'est vrai, comme le disait Olivier, au début, on voyait la série comme plutôt franco-américano-afghane. Et quand il a fallu intégrer les points de vue européens, on s'est dit au début qu'on n'allait pas y arriver. Mais c'est aussi parce qu'en tant que Français, comme souvent, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe en Europe. Et quand on regarde chez nos voisins européens, on s'est rendu compte que leurs histoires étaient tout aussi intéressantes que les nôtres. Et que ce qui s'était passé notamment de ce consul italien était un personnage formidable qui lui a vraiment existé. Il s'appelle Tommaso Claudi et il a été une figure un peu héroïque comme ça
pour les Italiens. Et du côté allemand, c'était un peu différent parce que les Allemands avaient le sentiment d'avoir abandonné tout le monde. Et donc et même le diffuseur allemand, la ZDF, avait envie qu'on appuie sur cette composante-là parce qu'ils avaient le sentiment de s'être mal comportés, ce qui n'était pas tout à fait le cas des Français et ni même des Italiens. Et c'est vrai que pour le raconter, on était dans une vraie difficulté scénaristique parce que pour raconter l'abandon, on a voulu raconter finalement une figure héroïque au milieu de gens qui abandonnent. C'était le seul moyen de raconter, qu'elle soit seule dans cette démarche-là. Parce que souvent en scénario, faire que des gens qui abandonnent, c'est un peu compliqué en termes d'empathie. Et donc c'est comme ça qu'on a construit. Et après, on a eu d'autres galères de coproduction internationale parce que, comme il y a eu beaucoup de partenaires qui se sont adjoints, il a fallu rajouter des soldats grecs parce que la Grèce mettait de l'argent, donc on a dû mettre des soldats grecs. Après, il a fallu mettre que tout le monde était évacué au Qatar parce que le Qatar allait mettre de l'argent, donc c'était pas terrible qui est Abu Dhabi et qui est Dubaï. Donc il a fallu tout transférer au Qatar. Et un jour, ils nous ont appelé, ils nous ont dit ce serait bien de mettre une trame norvégienne aussi. Et là, on a dit non, par contre, la Norvège, on a dit stop. Oui, parce qu'au total, vous avez combien de trames? 7, non? C'est à peu près 7, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, 6,5. 6, ouais. Et du coup, comment s'est fait le travail de documentation surtout C'était parce qu'il y a assez plein de vaste. pays. On avait un collaborateur extrêmement efficace qui a vraiment collecté. Enfin, nous, on l'a fait bien sûr au début. Après, j'ai toujours la sensation que dans les sujets tirés du réel, il y a un temps pendant lequel on doit se documenter. Et ensuite, il y a un temps où on doit laisser la documentation à quelqu'un et faire de la fiction. Parce que sinon, en fait, on est noyé dans la doc et en fait, on n'arrive plus à écrire. Donc, c'est souvent comme ça qu'on a écrit. Enfin, même quand on a fait Tapis, c'est comme ça qu'on avait fait. C'est très vite, en fait. Il faut faire de la fiction, sinon on est collé au réel. Et donc là, on avait ce formidable collaborateur qui s'appelle Joël Lavie, voilà, qui est resté notre mémoire de l'Afghanistan pendant. Et ça a été un travail. On a fait des rencontres, on a lu beaucoup. Ce qui avait d'étonnant avec cet événement, c'est qu'il était très contemporain, ce qui est quand même assez rare, et il était extraordinairement documenté, comme un peu la guerre en Ukraine en ce moment. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéos de tout le temps. Chacun avait filmé, et donc on avait une masse de données qui était très énorme, importante. Ouais. Avec après des aspects qui étaient beaucoup moins documentés, comme un peu ce que là on en est qu'aux prémices, mais dans la trame allemande, toutes ces opérations un peu d'évacuation forcée où ils partent dans la campagne chercher des gens, ce qu'ont fait surtout les Américains d'ailleurs. Donc là-dessus on avait un peu moins de doc, mais après on a fictionné à partir d'autres choses, mais on a surtout fait ça. Et en fait très vite on a construit la fiction en fait. Et il y avait des livres aussi qui avaient été publiés, il y avait ce fameux Tommaso Claudi italien, il y avait beaucoup d'articles en Italie sur lui. Donc on était quand même nourris, quoi. Il y a eu 2 livres quand même en France, le livre de Mohamed Bida et le livre de Martinon, l'ambassadeur, qui racontaient quand même assez précisément ce qui s'était passé. Il y avait aussi, ils étaient intervenus en rentrant sur BFM dans des longs formats de 52 minutes où ils racontaient tout par le menu. Donc on a pu se nourrir de ça. Il y a aussi eu côté américain un documentaire de la BBC, je crois, avec un HBO, je crois. HBO, ouais. Et un documentaire assez formidable qui nous a beaucoup nourris aussi. Et tout ça est un peu en temps réel. Et du coup, vous avez abordé la documentation avec déjà en tête ce que vous vouliez sur la famille afghane, les différentes trames, pour pas vous perdre en fait. Ouais. Oui, parce que non, vas-y, réponds. Non, je dirais la famille, c'était vraiment notre point de départ fictionnel pur. Après, on a nourri de plein de choses, mais en fait, notre point de départ, c'était la famille et notre chronologie, c'était l'évacuation. Donc en fait, on avait déjà très vite les 6 épisodes, parce qu'ils étaient bornés en fait par les principales étapes par lesquelles c'était passé. Donc l'épisode 1, c'était la prise de Kaboul. Ensuite, on savait que dans le 6e épisode, il y aurait l'attentat. En fait, on savait exactement ce qui allait se passer. Et ensuite, on avait nos personnages de fiction. Et après, il a fallu faire un Rubik's Cube avec tout ça. Voilà. Donc en gros, vous appuyez sur les événements, comment c'est réellement, un peu comme le Titanic, vous aviez donné comme exemple. Comment ? Dans le Titanic. C'est très comparable à Titanic. Ouais, exactement. J'espère que vous avez vu la même émotion forts. d'ailleurs à la fin. Vous allez voir, Jack meurt à la fin. Et vous avez choisi Mais je dirais pas de qu'il y a Kaboul, la tentative d'évacuation américaine, l'organisation du convoi français, le départ du convoi et après les attentats finaux. C'est Exactement. ça. Ouais. Avec un point de focalisation qui était l'aéroport. Parce qu'on ne le sent pas très bien dans ce pilote, mais toute la série est construite sur le fait que l'aéroport est le point dans lequel tous les personnages vont devoir aller. Donc on en est assez loin dans le pilote, mais plus on avance et plus tous les personnages s'approchent de l'aéroport, jusqu'à je spoil tout, mais c'est pas grave, jusqu'à ce début d'épisode 6 où en fait ils sont tous autour de l'aéroport et il y a un attentat. Donc on ne sait pas qui, je vais pas vous dire qui est pris dedans, mais c'est un peu quand même comme ça qu'on a construit c'est un peu schématique, mais c'était ça qu'on voulait en fait. C'est l'aéroport, de toute façon c'est une évacuation d'une population, donc l'aéroport c'est le point de passage entre deux mondes en fait, avec tout ce que ça supposait à raconter pour nous, qui était très important en termes de psychologico-affectif, qui était la dimension de l'exil en fait. C'est pour ça qu'on voulait que la famille afghane soit le cœur, parce qu'on voulait raconter à différentes échelles comment des personnages peuvent vivre l'exil.
Et il y en a évidemment, comme le personnage que vous voyez de la procureure, on comprend très bien qu'elle va devoir très vite partir parce que sa tête est mise à prix, donc c'est normal. Mais pour une fille qui travaille à l'hôpital, qui est censée avoir un avenir dans cet Afghanistan américain, c'est pas facile de renoncer en 2 heures non plus à se dire on a quand même une zone de tolérance, on dit peut-être qu'ils seront différents, peut-être qu'ils vont changer. C'est pour ça qu'on lui a mis son fiancé qui a un peu ce discours-là, qui lui dit mais tu sais, ils seront peut-être pas forcément les mêmes. Et en fait, on voulait tous ces curseurs un peu de positionnement psychologique par rapport à l'exil. Et toute la série raconte, alors il y a la dimension chronologique des faits, mais du point de vue des personnages, c'est vraiment comment ils vont tous prendre conscience que le départ est inéluctable, du côté européen comme du côté afghan. Et c'est comme ça qu'on l'a construite. Je sais pas si c'est clair. Mais si, c'est super clair dans ma tête. Ouais, c'était super clair. Et du coup, vous avez aussi des inspirations qui vous ont guidé aussi en termes de séries de références. Ouais, un peu Titanic, on parlait de séries de catastrophes, de films catastrophes, mais j'ai vraiment de dire Titanic. Ouais, je le dis. Non, on a beaucoup pensé à Tchernobyl en l'écrivant, même si c'est assez différent. C'était le fait de partir d'un événement qui s'était passé, d'imaginer de multiples points de vue autour de cet événement. Oui, et socialement différent aussi, d'avoir aussi bien des Exactement. diplomates que des simples soldats. Enfin, après, c'est tous les récits sur l'exil, au fond, que ce soit même les récits de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, on les a pas nécessairement revus, mais je pense que ça a irrigué notre réflexion constamment, cette réflexion autour de l'exil. Donc c'est à la fois je sais pas s'il y a des séries à proprement parler, mais que ce soit des livres ou des récits. Et dans le ton, il y a un peu Homeland aussi. Enfin, il y a un peu quand même les séries américaines d'action. Enfin, il y a un peu de ça. Et on ne le perçoit pas forcément dans cet épisode d'ailleurs, mais après ça se muscle un peu. Dans la trame allemande et dans la trame Daesh, où là pour le coup c'est vrai qu'on est plus, on pouvait se référer à des choses qui avaient déjà été faites, et tout l'enjeu c'était de pas répéter et que ça ressemble pas trop, mais évidemment c'est des exemples un peu écrasants quand même à ce niveau-là, et c'est pas facile en mise en scène aussi dans les budgets qui étaient les nôtres, même si on peut pas se plaindre, et je pense que la série a de la gueule. Quand on est sur des scènes d'action à l'européenne, ça peut être un peu plus difficile. Et du coup, on a parlé du découpage dans la chronologie des événements. Et est-ce que par personnage aussi, vous aviez en tête un découpage émotionnel? Enfin, qu'est-ce que vous vouliez? Comment vous vouliez on l'avait à peu près. Je me rappelle plus comment on écrit. Au moins dans le pilote. Dans le pilote. Comment on a fait cette histoire au juste? Je me rappelle plus. Non, si, on avait quand même, on savait à peu près où allaient tous les personnages depuis le début. Ça, c'est sûr. On savait parce qu'on avait défini. Bon, les Européens, c'était facile parce que c'était des destins qui étaient inspirés de faits réels. Donc, on savait que les Français, à quel moment ils partaient, les Américains, les Allemands, les Italiens. De toute façon, ils sont tous partis à peu près au même moment. Donc, on savait qu'il allait falloir les amener là-bas. Et en fait, on a construit vraiment un peu comme je disais tout à l'heure, ces personnages afghans, on les a construits en essayant de les décaler. En fait, on voulait déjà former une famille, alors qui peut sembler schématique, ça, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on voulait que chacun de ces personnages incarne quelque chose que les talibans vont forcément, pour lequel les talibans auront un problème. Donc la mère, elle est procureure, le père, il est intellectuel, la fille, elle est médecin, et le fils, il est soldat de l'armée afghane, et en plus, il a travaillé pour la CIA. Donc c'est 4 cibles. Et donc on voulait travailler ces cibles-là parce que ça nous semblait assez intéressant dramaturgiquement de montrer comment chacun allait essayer à sa manière de résister et de rester, et en fait comment ils allaient être rattrapés par le... Mais ensuite, donc ça c'est à l'échelle, disons, macro de la série. À l'échelle de chaque épisode, en fait, notre difficulté ne reposait pas tant sur l'évolution des personnages, parce que je pense qu'on n'avait pas de problème d'idées de scène, parce que de toute façon c'est une matière tellement folle que des scènes on en avait à foison. Mais la plus grande difficulté était l'équilibre qu'on donnait entre les 6 trames principales, qui sont 6 ou 7. Il y en a une qui se réunit, disons, la trame des 2 parents. Et on voulait en fait réussir à trouver un équilibre émotionnel. Et ce qui est vraiment pas facile à expliquer, et encore, c'était pas facile à écrire non plus. Mais en fait, il fallait que chaque personnage, on pouvait pas avoir des trucs intensément émotionnels chez l'un et après on repasse à une scène lambda chez l'autre. Donc il fallait réussir à gérer un équilibre permanent où en fait on avance à peu près au même niveau émotionnel de chaque personnage. Donc quand on a un moment très fort, il faut qu'on en arrive à peu près à se coller à un moment qui est quand même pas trop faible chez les autres en fait. Donc de chasser les temps morts. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a toujours un peu déterminé les trames de personnages en fonction des aléas de la construction émotionnelle de l'ensemble en fait. On avait du mal, on a dû essayer d'éviter les redondances aussi parce que tu disais la famille afghane, il fallait que, ils essayent pas tous de fuir en même temps et d'aller vers l'aéroport, donc il fallait décaler en fonction des épisodes pour qu'on n'ait pas l'impression de voir toujours la même chose, c'est-à-dire des personnages qui essayent de partir, qui réussissent ou pas. Et donc c'était une grande difficulté pour nous de retarder au maximum, notamment le départ d'Amina, la femme médecin, puis celle de son frère, parce qu'en fait, comme tu le disais, c'était le catalyseur, c'était l'aéroport, mais une fois que le personnage y était, finalement, c'était un peu la fin du parcours pour lui, donc il fallait retarder au maximum et qu'ils n'arrivent pas tous au même moment, etc.
Et d'ailleurs, c'est presque contre-intuitif, mais c'est les jeunes qui sont hyper attachés finalement À la à terre, rester, alors que les parents, pour eux, c'est Parce qu'ils ont évident le qu'il faut souvenir partir. des talibans, c'est un peu ça qu'on s'est raconté, c'est-à-dire qu'eux ils savent, le discours Ils sont taliban, menacés de mort. Hein. ils sont menacés de mort, mais pas le mari par exemple, mais même si évidemment il veut partir pour sa femme. Mais dans notre idée, je pense que c'est ils ont vécu avec les talibans, ils savent ce que c'est. Là où les jeunes générations peuvent sentir l'essoufflement de l'occupation américaine, se dire que ça va nulle part, et croire être perméable au discours taliban qui consistait à dire à cette époque on a changé, ça va être différent. Il y avait tout ce petit bruit qui consistait à dire que ça serait pas la même chose qu'avant. Et les parents sont pas dupes de ça. Et après, oui, il y a l'attachement, mais c'est aussi la peur de l'exil quand on est en formation. C'est-à-dire que elle est interne en médecine, elle est en train de faire ses études. Si elle vient en France, à quoi va ressembler sa vie? Lui, il est soldat, donc pour le coup, il est Oui, attaché c'est à un sa terre. résistant, c'est autre chose quand C'est même. voilà, c'est autre chose, mais pour elle, c'est Il y a les facile de, fiancés, elle est prise dans un Là monde encore, qui, quand on réfléchit, quand on regarde les récits d'exil dans l'histoire, les gens on se dit tiens, la catastrophe arrivait, pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? Mais c'est dur de partir. Et c'est ça qu'on a voulu raconter avec la série. Que effectivement, ils ont leur vie, elle a un fiancé, elle se projette dans un pays. Et c'est pas parce que le danger arrive qu'on se dit bah tiens, je vais prendre une valise, je vais prendre un avion et tout ira mieux pour moi. Parce que on voit bien d'ailleurs le destin des Afghans en France aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait enviable non plus. Et quand on est quand on n'a pas encore son internat, c'est très compliqué de se projeter. Et comme lui dit un personnage dans les épisodes suivants, bah, tu vas finir infirmière. Enfin, c'était cette difficulté-là qu'on voulait restituer. Ça, c'est hyper bien. D'ailleurs, ça marche très bien. Et ouais, tu voulais peut-être enchaîner. Oui, du coup, comment est-ce que vous avez un ton quand même drama, c'est un peu dur. Et comment vous avez essayé d'équilibrer en mettant des petites touches d'humour ou pas? Bah, je peut-être, sais pas si vous avez eu l'impression qu'il y avait beaucoup de touches d'humour. Je pense que on a entendu que ça se marrait bien quand même là-haut. Hein. le personnage de Giovanni aide un peu parce qu'il a il y a un petit côté comic relief dans déjà sa lâcheté au milieu de tout cet héroïsme. D'avoir quelqu'un qui est un peu là, je pense que pour nous c'était agréable d'écrire ces scènes parce que c'était peut-être chez lui qu'on se reconnaissait le plus, du moins au début. C'est-à-dire le type qui voit le truc arriver et qui se dit mais qu'est-ce que je fous là? Où est ma mère? Enfin, je me suis bien reconnu là-dedans. Et puis après dans l'épisode 2, mais vous l'avez pas vu, on a essayé d'en remettre un petit peu, mais c'est pas si comique l'intrigue des toilettes, mais Surtout si tu le racontes comme ça. Mais... bah si. Non, mais on a essayé de ramener au concret des choses et parfois le concret des choses crée un peu de rire et de décalage, voilà. Et oui, parce que du coup, vous racontiez, tout à l'heure que donc ce que vous avez voulu raconter, ça va être autour de l'exil. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du courage, de comment est-ce qu'on trouve le courage dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors ça c'est pour le coup, parce que là on parle beaucoup des Afghans qui sont courageux de fait, parce que cette dimension de l'exil elle implique un courage, mais quand même on avait ces trois axes européens. L'avantage de ne pas avoir les Américains, c'est que les Américains, même si par plein d'aspects ils se sont révélés très courageux dans cette évacuation, leur comportement en Afghanistan c'est pas ouf quand même, donc on avait au moins pas besoin de raconter ça. Et oui, et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était comment, à l'intérieur de ce chaos immense, en fait, de simples types, en fait, arrivaient à se dire, on va se prendre en main, on va trouver des solutions. Chez les Français, c'est quand même assez marquant, quoi. Ils sont quand même enfermés dans une ambassade au milieu de n'importe quoi. Parce que rétrospectivement, c'est facile de se dire que les talibans sont arrivés et qu'ils avaient des intentions pacifistes, en tout cas qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer les gens. Mais bon, les talibans n'avaient pas la réputation d'être des mecs très sympas quand ils entrent en guerre. Ils étaient quand même très très nombreux. Et la ville était tombée en 1 heure. Enfin, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré quand les talibans sont rentrés dans Kaboul. Tout le monde a décampé. Et donc ils se sont retrouvés enfermés là-dedans. L'ambassade française était la dernière ouverte à ce moment-là. Et en fait, il y avait une dimension un peu argot, quoi, comme à Téhéran. Et en fait, c'est comment ces flics en fait, ont réussi à trouver des solutions pour monter un convoi, et c'était quelque chose qui nous paraissait assez fort. Et ce diplomate était aussi quelque part un cadeau de la réalité à la fiction aussi, parce que c'est une histoire réelle, que l'ambassadeur italien est parti à la minute même où les talibans sont rentrés dans la ville, pour plein de raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer, mais qui ne sont pas que des raisons de lâcheté, mais aussi sans doute un peu. Et en fait, ils ont nommé un mec de 29 ans qui sortait du Quai d'Orsay italien et à qui on a dit tiens, c'est toi qui gères ça, mais tu vas voir, ça va être facile, il y a l'armée et tout, c'est tranquille. Et donc, il s'est retrouvé vraiment, et en fait, c'est devenu en Italie un vrai héros. Parce qu'il y a des photos de lui où il porte des bébés qui sortent des fosses. Enfin, vous verrez, c'est plus tard dans la série, on l'a refait de cette scène. Et en fait, il a pris tellement à charge sa mission. Et en fait, on voulait montrer cette transformation-là chez eux. Donc on voulait. Alors l'allemande, elle a un côté plus PTSD. Donc il y a le traumatisme de la guerre en Afghanistan, qui était quand même très très réel aussi chez plein de gens, notamment dans les services secrets. Et on voulait en fait avoir trois personnages qui sont pas.
toujours un peu la même chose, quoi, qui sont pas adaptés à la fonction et qui vont se révéler plus forts que ce qu'on exigeait d'eux en fait, et qui vont en payer le prix fort parce que bon, déjà c'est pas une série très drôle, mais la fin est pas particulièrement comique non plus. Et à la fin, en fait, ils comprennent, enfin, ils ont beau avoir réussi ça, et ça c'était très important pour nous. On voulait pas du tout une valorisation d'un héroïsme européen, de nous Européens on a sauvé le monde et en fait ça va mieux. En fait, ça finit sur une note assez hyper noire en fait, parce que oui, certes, ils ont fait ça, puis par ailleurs, ils en ont quand même laissé 200 000 au port de l'aéroport. Et après, il a bien fallu se repartir. Et en fait, c'est un sentiment d'immense gâchis et d'immense détresse qui les a saisis. Et c'était important pour nous de raconter ça aussi, je pense, comme ça. Ouais, c'est intéressant parce que en fait, les scènes de l'aéroport, je pense que quand on ne connaît rien à l'évacuation de Kaboul, c'est un peu les seules images qui ont circulé un peu sur Facebook, Ouais. des gens qui étaient à l'aéroport submergé, etc. Donc finalement, le fait que ce soit votre point de convergence. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est logique. À partir du moment où c'est une évacuation, c'était un pont aérien en fait, qui a mis plusieurs jours à s'organiser. Et après, c'est intéressant d'ailleurs parce que dans la construction elle-même, il y a des choix qu'on a fait, de choses qu'on n'a pas montrées, qui appartenaient à cette époque et qui sont des choix que nous on estimait des choix éthiques de représentation. Quand on a, je sais pas si vous vous rappelez de ces scènes-là, des avions qui décollent avec les gens qui tombent, qui sont accrochés aux ailes pour essayer de partir. Ouais, clairement. Bon, c'est des choses qu'on aurait pu remettre. Et en fait, on s'est aussi interdit à certains endroits d'être dans le trop glauque de la. Évidemment, on était focalisé sur nos points de vue, donc on n'avait pas forcément d'occasion. On aurait pu s'arranger pour le mettre, mais on voulait aussi demeurer à un niveau quand même assez. De pas tomber dans le torture porn non plus, en fait, et dans le côté atroce de cette évacuation. Qui s'est passé bien plus. Oui, il fallait raconter. Oui, on aurait pu trouver un moyen de le raconter quand même là-dedans, mais l'évacuation était vraiment bien plus trash que ce qu'on montre en fait, quand même. Enfin, quand on lit les récits dans le canal, parce que vous n'avez pas vu le canal encore, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images, mais l'aéroport était entouré par un immense canal qui s'appelait à côté d'Abigate, je ne sais plus comment s'appelait le canal d'ailleurs, mais et les gens vivaient dans le canal, c'est-à-dire les pieds dans l'eau jusque-là, enfin, faisaient leurs besoins dans le canal. Enfin, donc c'était vraiment un truc atroce où ils sont restés à 200 000 jusqu'à l'attentat en fait. Et ouais, on a essayé de doser quand même l'horreur pour avoir un point de vue un peu moral là-dessus quand même. Oui, pour que ce soit regardable aussi. Tout à fait. Ça reste une série France 2. Oui, voilà. Faut pas faire trop de crise cardiaque parmi les petits vieux qui regardent. Exactement. Même nous. Et donc, Tu as cerné notre cœur de cible. Pour revenir à la structuration, est-ce que vous pouvez donner un exemple où ça a été compliqué d'écrire une scène, où ça a été galère dans le pilote? Moi, je pense que c'est la scène du dîner de famille dans le pilote qui nous a donné le plus de fil à retordre, parce qu'on savait que c'était le seul moment où on aurait toute cette famille ensemble. Tous ces personnages qu'on a construits, on les a construits de façon distincte, mais on voulait qu'ils fassent famille, et on n'avait qu'une scène qui était forcément en début de série, qui pouvait pas durer un quart d'heure, et qui devait nous raconter cette famille et nous donner envie qu'ils se retrouvent à la fin d'une manière ou d'une autre, et qu'on croit à cette famille. Et donc on a imaginé ce conflit, le petit ami qui est là, mais on a fait une version sans. Elle ouvrait la série à un moment donné, ça marchait pas. Donc je pense que c'est celle qui nous a donné le plus de mal. On a eu du mal à la trouver en montage aussi, parce que il y avait tout ce truc aussi où d'abord on l'avait écrite à table, on s'est rendu compte que les Afghans mangent au sol, donc ça allait pas, et en même temps on voulait pas que ça crée une forme d'exotisme un peu ridicule. Donc je pense que c'est celle-là qui a été la plus dure à penser, mais de manière générale l'ouverture de la série, parce que ce que vous voyez au début avec l'Allemande, qui est le personnage de Vera qui est dans les flammes, c'était normalement l'ouverture de l'épisode 2. On avait une ouverture de pilote qui était trop molle de la vie générale, on était tous assez d'accord, du diffuseur aux réalisatrices et nous aussi. Et donc on a réussi à trouver ça au montage, ce qui peut paraître un peu artificiel, mais qui je crois marche quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Voilà. En plus, qui a rendu les Allemands heureux, parce qu'ils avaient Très en train de heureux. commencer. Très heureux, parce qu'en plus, normalement, nous, dans notre esprit, on se disait que les Allemands arrivaient dans le 2, que c'était intéressant de le penser comme ça, parce qu'on avait déjà eu un épisode 1 qui était avec beaucoup de trames, et on s'est dit que pour pas perdre le spectateur, il faut faire partir une intrigue dans l'épisode 2, mais évidemment, le diffuseur allemand a dit, il n'en est pas question, vous n'imaginez pas, c'est une série qui va être diffusée sur la ZDF. Mais à 3 mois du tournage. Voilà, il faut quand même mettre des Ils personnages. ont mis 2 ans à lire. Ils ont mis Non, 2 ans à j'exagère, mais ils ont mis un temps fou à lire. Mais... À diffuser aussi, parce que c'est toujours pas diffusé là-bas. Ah ouais. Ni en Italie, si, ni nulle part. en Italie en septembre et en Allemagne en décembre, je crois. Ah bah écoute, tu as J'ai plus appris des ça hier. informations, plus Je voulais te le dire. J'ai oublié de te le dire. Et Si on a de la SACD sur l'Allemagne. Bah, Ah bah si, t'es sûrement. au bon endroit je pour. sais. On va aller au bureau. On envoie après. un message Ouais. immédiatement. Important quand même, important de savoir. Non, mais pour compléter ce que dit Thomas, globalement, mais je pense que c'est le cas si vous écrivez tous des séries, c'est le cas des premiers tiers de pilotes en général. Alors encore en plus en particulier dans une série comme celle-là où on a 7 trames à amorcer, on avait vraiment la sensation pendant longtemps d'une exposition interminable
où chaque scène, forcément, devait présenter les personnages. Et en fait, cette couture-là, elle a été très longue à faire jusqu'au bout, et encore, comme disait Thomas, jusqu'au montage, en fait. Parce qu'à partir du moment où les talibans entrent dans Kaboul, en réalité, la série, elle est lancée. Je dis pas qu'elle est bien ni trouvée dans son rythme, mais en tout cas, à rythmer, elle était plus facile. Avant, on avait beaucoup de possibilités, et en fait, on a eu du mal à être satisfait pendant très longtemps, quand même. Au début, ce dîner avait, d'ailleurs, quand on l'a écrit et qu'il a été tourné, je crois, c'est au montage qu'on a trouvé ça, ça se passait 6 mois avant les événements. Là, on a l'impression qu'elle rentre, il parle des talibans qui arrivent, et on se disait, dans tous les récits qu'on avait lus, en général, les gens, ils étaient peut-être déjà sur le point de partir, etc. Et donc, on avait imaginé que ça se passait 6 mois avant, on était un panneau, et en fait, ça cassait complètement le rythme, et donc, on a raconté que c'était dans la continuité, et je crois que ça marche comme ça. Et du coup, ce teaser, donc il y a juste cette étape où c'était le dîner, et après vous aviez d'autres idées qui sont venues, ou alors c'était Non, C'est la dès- juge qui ouvre, et elle, on l'a écrit très tard, cette scène. Ouais, plus tard, mais dès le début, je pense, dès la Bible, en fait, de départ, il y avait le dîner au début. Je crois que ça a toujours été construit comme ça. La série a toujours été construite, et tant pis pour ceux qui l'ont pas vue, par, par l'idée qu'on commençait par un dîner de famille, et la fin de cette série, c'était chacun des personnages de cette famille est dans un pays différent. Donc il y en a un qui atterrit en France, un en Allemagne, un en Italie, pas en Italie, un aux États-Unis et un qui reste en Afghanistan. Après, vous ferez, si vous l'avez pas vu, vous essayerez de deviner qui va faire quoi. Mais c'était comme, et dès le début, enfin c'était presque en fait le point de départ même du. Donc cette scène de dîner, elle était importante pour nous, mais elle était vraiment, oui, effectivement dure à écrire aussi pour des raisons, pour le coup, un peu d'appropriation culturelle quand même, parce que autant quand les personnages sont pris dans l'action, c'est facile de s'y projeter, autant un dîner afghan en 2021, enfin, on se sentait pas forcément super à l'aise pour pas projeter des trucs, voilà. Et du coup, vous avez interrogé des Afghans? Plein. Non, pas tant que ça en réalité. On a lu beaucoup de choses, mais après on est pris aussi dans la nécessité de l'écriture. Il faut aller vite, il faut rendre des textes, et c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement pris ce temps-là sur ces scènes-là. En fait, on n'a surtout pas eu le temps après, en fait, parce que dans la façon, par exemple, moi j'écris comme vous savez peut-être, mais j'écris quand même pas mal de sujets inspirés de faits réels. J'espère ne pas faire que ça dans ma vie, parce qu'on me propose de plus en plus, mais en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant de rencontrer les gens après qu'avant, en fait. Parce que c'est plus intéressant de se faire d'abord sa vision et de poser c'est les premières versions même de scénario, et ensuite de se confronter aux vrais gens, en fait. Parce que ils vont avoir certes des remarques à faire, mais en fait, ils vont les faire dans la vision qu'on a déjà pensée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire sur Kaboul, mais pour le coup, c'est une machine de guerre. Donc on a été un peu débordé quand même par l'ensemble des réécritures, et quand les réalisatrices sont arrivées, il a fallu de nouveau réécrire plein de trucs, parce qu'il fallait adapter au décor. Enfin, parce qu'on avait beau avoir un financement pas ignoble, c'était quand même pas non plus une série pas Apple américaine, quoi. Donc on a eu faire, et en fait, on n'a jamais eu vraiment le temps de se confronter à ça, en fait. C'est une série qui s'est écrite assez vite en réalité. Faut pas exagérer, il y avait un consultant quand même afghan. Non, mais italien, tu veux dire. Non, mais il y a eu un consultant afghan après sur les dialogues et tout ça, le Dari oui, qui oui, a fait des bien retours sûr. des retours culturels et tout. Non, mais dire qu'on n'a On pas l'a eu. géré nous directement, c'est la prod qui l'a géré, pas nous. Oui, parce que vous avez vu en VF, mais Oui, c'est en Alors Dari, ça, les Afghans parlent en Dari normalement. C'est quand même un peu Tout mieux. le reste parle en anglais, ce qui est un peu la limite de la série, mais Il c'est pas fallait de pas notre le faute. dire, parce que pour une fois que personne n'allait nous agresser là-dessus. Ouais. C'est mieux que je le dise moi-même, comme ça on peut pas m'attaquer. on peut rebondir sur Oui. le casting, sur la prépa et le tournage, et surtout la réalisation. Comment vous avez rencontré les réalisatrices, comment elles ont été choisies, ces deux réalisatrices? On nous a C'est présenté les producteurs qui les ont choisis. plusieurs, un réalisateur, puis elle, je crois. Il y a eu un casting, je me souviens pas, il y a eu un mec qui est venu, un Zoom, avec un l'Israélien. gars, non, un Écossais, Ah, qui a il y un a accent l'Écossais pas aussi. possible. Ouais, on comprenait Et rien, c'est bref, bizarre. finalement, le choix des producteurs s'est porté sur ces deux réalisatrices. Et oui, c'est leur choix. Nous, on a travaillé en bonne intelligence avec elles, mais c'est pas du tout. On n'était pas inclus dans ce processus de décision, ni même le casting du tout, à vrai dire. On a pu donner des avis à des moments. On a fait un call avec un acteur pour essayer de le convaincre de faire la série, parce que le producteur nous a dit à ce moment-là, il faut essayer absolument de le convaincre. Il n'a pas voulu, c'est une très Il bonne était nouvelle dans pour un la train en série. Pologne quand on l'a appelé. Ouais, Ça pour nous donne aller, un peu un indice de la qualité. Pour faire une retraite du- de yoga, bref, on va le laisser tranquille. Mais en tout Train cas, en Pologne, retraite yoga, ça fait beaucoup d'informations en une En seule. tout cas, c'est pas lui qui a été pris. Et sinon, on est très, très heureux du casting, mais on y est pour rien. Et elles avaient l'avantage, ces deux réalisatrices, d'avoir travaillé aux États-Unis, notamment sur Trémé, la série de David Simon. T'es sûr de Enfin, ça? oui, une Cassia, ouais, pas l'autre.
pense qu'elle a fait un peu de ficus sur Trémé. Cassia Adami, qu'une des deux réalisatrices, c'est la fille d'Agnieszka Holland, qui a réalisé notamment des épisodes d'Oscars et tout, donc elle a travaillé avec sa mère beaucoup. Donc je sais pas si je crois qu'elle a réalisé un épisode de Trémé quand même. Bref, peu importe. En tout cas, c'est tout ça pour dire qu'elles avaient un rapport assez... T'es en train de critiquer ce que je dis de médecine. Je suis un grand mythomane. Donc moi j'ai regardé, je pense qu'elle était réalisatrice deuxième équipe un peu sur Trémé, mais voilà, c'est une super elle a réalisé un réalisatrice. épisode, c'est exactement pareil. Ne vous disputez pas. Non, mais ça va venir très vite. Non, tout ça pour dire, et ça tu ne le contesteras pas, qu'elles avaient une approche très à l'américaine de la série. C'est-à-dire qu'elles étaient extraordinairement respectueuses du texte, c'est-à-dire qu'elles ne touchaient pas au final draft, elles ne touchaient pas aux répliques, elles ne touchaient à rien. En fait, elles ne disaient rien. Enfin, elles disaient rien. Si, elle parlait un peu. Elle parlait, non, je veux dire, elle ne n'y touchait pas, c'est-à-dire qu'elle nous disait leur retour, on argumentait, elle disait ça, on est d'accord, ça, on n'est pas d'accord, et on finissait par de toute façon se mettre d'accord, et quand on était d'accord, c'est nous qui refaisions les versions jusqu'au tournage, et n'ont pas touché à un mot de ce qui était écrit. Et par contre, on n'a jamais eu notre mot à dire sur quoi que ce soit qu'elles aient fait. C'est-à-dire que toutes les décisions de décor, genre on n'a pas été consulté. Enfin, si on nous les montrait gentiment, décors, mais oui. Genre, si on avait dit non, c'est pas bien. Enfin, je pense que. En plus, par ailleurs, c'était un bordel en décor cette série, donc on n'avait pas tellement. Enfin, puis ils sont super les décors en plus, donc on n'avait rien à dire. Mais en fait, ça a été vraiment un travail à l'américaine où en fait le texte était sacralisé et elles, en fait, elles faisaient leur boulot, voilà. Et comme on n'était pas showrunner de la série au sens américain du terme, on n'était pas sur le plateau. Par ailleurs, c'était en Grèce par 50 degrés pendant 4 mois, donc c'était pas non plus. On y allait quand même. Mais ce qui est assez drôle, parce que comme tu dis, on n'est pas showrunner, mais comme il y a toujours une ambiguïté, que les producteurs veulent être sympathiques avec nous, on est les créateurs de la série. Ils nous emmènent en Grèce pour aller voir les décors, mais du coup, comme personne ne nous demande notre avis sur les décors, bah, on discute sur le décor, on parle de qu'est-ce qu'on va faire comme autre série la prochaine fois, quand est-ce qu'on rentre à l'hôtel, quand est-ce qu'on mange, mais c'est-à-dire que ils essayent de nous intégrer, mais comme quand on n'a pas le pouvoir et qu'on est sur un plateau, qu'on doit décider de rien, on sert vraiment à rien. Donc on a passé 4 jours à servir à rien, à manger. Oui, mais on s'amusait. Enfin, oui, on était par exemple dans la grande usine là où ils tournaient avec les réalisatrices qui ne calculaient pas. Et on a commencé à fantasmer, faire une série, je te rappelle, sur Auschwitz. Donc on a passé 2 jours à réfléchir à créer une série sur Auschwitz dans cet aéroport vide. Oui, parce que c'était une usine vraiment phénoménalement immense, abandonnée au cœur d'Athènes, mais interminable, qui ressemblait vraiment à un truc de... C'était incroyable comme décor. Voilà, donc on a fantasmé. On a fantasmé la série la plus glauque qu'on pourrait écrire après ça, et on s'est dit... Auschwitz, c'est pas mal. Mais c'est intéressant ces trucs de décor, parce que d'ailleurs, c'est une anecdote qui est pas très intéressante, mais je la raconte quand même, comme on a un peu de temps. Quand Mathias m'a appelé la première fois pour me... J'ai très chaud, c'est horrible, je ruisselle dans le dos. Quand Mathias m'a appelé la première fois pour me proposer Kaboul, rappelle-toi, je lui ai dit « Ok, parce que je connais le décor dans lequel vous allez tourner. » Parce que dans novembre, dans une scène que il faut vraiment avoir novembre en tête, parce qu'en fait, la principale scène qu'on a tournée là a été coupée, on avait tourné dans l'aéroport d'Athènes, qui était l'ancien aéroport d'Athènes avant les Jeux Olympiques, parce qu'au moment des Jeux Olympiques en 2004, je pense, ils ont reconstruit un aéroport énorme dans la banlieue d'Athènes, mais l'aéroport principal d'Athènes avant était au bord de la mer, à côté du Pirée. C'était vraiment un aéroport international qui, pendant des années, grâce à cette magie de la fonction publique grecque, est resté littéralement inoccupé et intact. Et en fait, quand on tourne dedans, quand on avait tourné novembre, c'était un aéroport vraiment intact, avec les escalators pétés, les vitrines cassées. Mais je lui ai dit, c'est vraiment le décor qui pourrait être le décor de Kaboul, parce qu'il n'y a même pas besoin d'y toucher, en fait. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'entre-temps, ils ont appris que le Qatar avait racheté l'aéroport, donc ils ne pouvaient plus y tourner, mais ils ont quand même tout tourné en Grèce. Voilà, c'est l'anecdote très intéressant comme anecdote. Je pense qu'ils s'en battent un peu les couilles, quand même. Ouais, je pense. Ouais. Mais ça, c'était filmé, cette réplique. Ta bascule dans la vulgarité est filmée. À tout jamais immortalisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, on n'a pas tourné là-bas. Du coup, mais alors, c'est faux, parce qu'on a tourné une scène dans cet aéroport, la scène de la tour de contrôle de l'épisode 2. Ok. Tout ça pour dire que peut-être qu'on fera la série sur Auschwitz dans l'usine, tu vois. Avec plaisir. Donc cette série n'est pas morte. Une série très joyeuse aussi. Ouais, bah il y en a, oui, mais c'est un peu une passion, les choses tristes, du coup. Bah ouais, c'est une tragédie et enfin c'est un sujet pareil, c'est quand même ça donne envie de s'y frotter en tant que scénariste. Je sais pas vous avez pas d'appétence vous pour la tragédie? Non. Il y a qui lève la main, qui aime la tragédie là. Ah ouais. Voilà. Super. On reste en majorité. Tous ces gens aiment pleurer. J'aime bien pleurer au cinéma. Ouais. Donc voilà le tournage et du coup vous avez passé 4 jours sur le tournage et le reste du temps vous receviez les rushs et vous pouviez un peu discuter ou comment ça se passait? Non, entre nous aussi beaucoup. Oui, voilà. T'as vu cette scène, ça va pas du tout, l'actrice elle est nulle, truc de scénariste devant des rushs quoi.
On a peur. Non, mais et puis, on était contents des rushs quand même. oui, t'exagères. non, mais il y avait des jours d'inquiétude, des Oui. jours où on était plus content, et à la fin, on est très content. Mais j'ai l'impression que, en tant que scénariste, on passe souvent par là. Quand tout d'un coup, on voit les rushs de quelque chose qu'on a écrit, on remet en cause toutes les décisions, y compris les nôtres. Puis à la fin, au fur et à mesure des versions de montage, on voit que ça gagne et que c'est pas si mal, et à la fin, c'est plutôt bien. Justement, Et les rushs de l'aéroport étaient fous. Est-ce que vous faisiez des retours sur les montages? On a Sur les fait montages, des retours entre nous, mais Pas sur les rushs, sur les montages, on a oui, fait mais des c'est retours à la toujours prod. pareil. On faisait des retours à la C'était prod. toujours par la prod. C'est via la On a eu un rapport assez froid avec ces réalisatrices polonaises. Distant, on va dire distant. Ils ne sont pas devenus nos meilleurs amis. Mais on les aime bien quand même. Elles nous aiment bien aussi. Mais Ouais, même bah à oui. Sérimania, on s'est salué très gentiment. Mais ça s'est arrêté aux salutations gentilles. C'est quand même assez étonnant. Bah, il vaut mieux ça que la guerre en même temps. Il y a quand même beaucoup de relations entre scénaristes et réalisateurs qui se passent mal. Là, on peut pas dire que ce soit mal passé, mais effectivement, chacun était un peu dans son précaré. On a réussi à pas tirer le truc chacun d'un côté pour le casser. Finalement, ça a été en bonne intelligence, mais effectivement, oui, il n'y avait pas une collaboration jusqu'au bout, surtout. C'était pas comme ça. Et donc au montage, enfin toute la partie montage, vous étiez plus. Enfin, c'est un moment de réécriture où vous avez du coup trouvé votre teaser. Et d'autres Oui, choses, c'est peut-être. elles qui l'ont trouvé. Je sais plus qui a proposé ça. On a essayé différentes choses, mais nous, on n'était pas avec elles dans la salle de montage. Ça se montait en Belgique. On recevait les rushs, on faisait des retours au producteur et le producteur répercutait comme il pouvait. Parfois, il se disait tiens, là, c'est les auteurs. Là, il va reprendre l'idée pour lui et dire que c'est lui pour pas qu'elle nous déteste. Enfin, voilà. C'est toujours assez politique ces moments-là. Il faut pas les brusquer. Il faut leur donner le sentiment que les auteurs sont derrière elles, pas contre elles, et en même temps faire passer les idées importantes pour que la série avance dans le bon sens, quoi. Et il faut aussi se représenter que c'était une série coproduite par 11 pays, avec 4 producteurs, une productrice exécutive et 2 réalisatrices. Donc ça faisait quand même beaucoup d'interlocuteurs à chaque fois pour Tout le monde, Bah, pour c'est- nous à y l'écriture. compris et pour déjà à elles. l'écriture, on recevait des versions parfois annotées par... vous n'avez pas envoyé d'ailleurs, non? Non, mais ça Non. serait intéressant. Il y avait des versions où il y avait un code couleur par type, par producteur et producteur, par diffuseur. chaîne, par diffuseur, par voilà. Donc c'était assez Personne ne se marrant. mettait d'accord. Mais ce qui est super, c'est que sur chaque scène, il y en avait toujours un qui aimait, un qui aimait pas. Donc on décidait toujours de choisir celui qui aimait. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, on touchait assez peu les C'est vrai textes. qu'ils faisaient un truc particulier, c'est qu'ils nous envoyaient des versions où les producteurs se contredisaient entre eux, donc ça nous laissait effectivement la liberté d'aller vers celui qu'on aimait bien. Et vous aviez aussi plutôt des retours confortable. diffuseurs, c'était un peu différent. Donc les retours prod, Non, c'était les pas retours forcément diffuseurs, coordonnés. c'est France Télé, vraiment synthétiser les retours Ah oui. des Italiens et des Allemands. On n'avait quand même pas les 3 retours des. Non. Donc là, au moins l'avantage, c'est qu'il y avait un seul retour qui était le Ouais. retour de l'Alliance. Oui, on Ouais. doit dire que du coup France 2, parfois les producteurs pouvaient être un peu tatillons sur des choses et France Télé était toujours plus de notre côté, je trouve. Ouais, toujours. Ils avaient envie, puis ils avaient envie de plus d'ampleur. Donc là où le producteur a envie de couper l'hélicoptère, France Télé a envie que ce soit spectaculaire. Donc pour nous, c'était plutôt des alliés. Je dis pas que évidemment cette série n'aurait pas pu être faite sans nos producteurs formidables s'ils nous écoutent, mais on a eu la chance d'avoir un diffuseur qui avait envie que la série ait de l'ampleur, qu'il y ait du budget, que ça ait de la gueule et de l'émotion et tout ça. Donc on a vraiment travaillé en bonne intelligence avec eux. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des retours en particulier que vous avez mis plus de temps à intégrer ou qui a été plus compliqué à gérer? Genre quelque chose qui vous a... Dans leur retour à eux, j'ai pas le souvenir. Je sais pas si toi tu as des souvenirs de ça. Moi, j'ai le souvenir. Alors là, on parle plus du pilote, mais dans la série, il y a eu des trucs vraiment à s'arracher les cheveux à construire. Mais notamment, vous verrez, il y a une trame où le soldat afghan, en fait, on apprend que c'était un infiltré chez Daesh, qui sont à ce moment les ennemis des talibans, avec lesquels, enfin, donc les Américains deviennent s'associent aux talibans pour faire. Enfin, et là, vraiment, on avait l'impression de faire n'importe Mais quoi. c'était pas un nos retour vies. de qui que ce soit. Non, mais c'est pour ça que je dis, j'ai le Je souvenir réponds pas de à la nous, question. Non, si, j'ai répondu à la question. Non. J'ai dit, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait des retours qui nous ont embarrassés. Je dis, il y a des trucs qui nous ont embarrassés de nous quand on écrivait. Ah oui, d'accord, t'as inventé une autre question. Non, parce que t'écoutes pas ce que je dis, en fait, c'est différent. Ouais. C'est long. Et oui, on a parlé du teaser et vos cliffs, vous les aviez déjà dès le départ ou Pas dès le est-ce que- départ, Pas mais oui, non, mais je veux dire, Quelques-uns quand même. quelques-uns, assez ils sont vite. arrivés assez vite quand même. C'était assez facile de construire sur l'action. Les cliffs, ils s'imposaient assez naturellement, je pense. Oui, je pense que c'est l'avantage d'une série d'action d'avoir moins de difficultés à faire des cliffs intenses. Comme là, vous l'avez vu, bon, le mec se fait tirer dessus, c'est sûr que c'est toujours plus sympa qu'une discussion, mais après on en avait quelques-uns, mais c'est intéressant, il y a des cliffs, par exemple, il y avait un cliff qui était assez évident pour nous, qui était la fin de l'épisode 5 avec l'attentat, et en réalité, on s'est rendu compte que c'était trop haut, justement. Et que derrière, l'épisode 6 était mou, en fait, et qu'on te rappelle de ça. Et du coup, on a décalé, on a changé le cliff du 5 et on a mis l'attentat dans le 6. Voilà, on les a quand même bougés un peu, mais... Oui, parce que quand on faisait nos arches, on construisait les épisodes et à la fin, le 6, c'était bon, il y a l'attentat à la fin du 5 et le 6, ils se cassent tous. Voilà.
Il y avait 4 lignes. Donc en fait, on s'est rendu compte effectivement qu'il se passait rien dans le 6, donc il fallait décaler un petit peu pour qu'il se passe quelque chose dans cet épisode. Parce qu'une fois qu'il y a l'attentat qui ferme l'aéroport, l'intrigue est un peu terminée, donc il fallait que ça arrive le plus tard possible et qu'il nous reste pas trop de choses à raconter à la fin. Ah, mais du coup, ça me fait penser, on n'a pas trop parlé de méthode de travail, mais du coup, vous avez comment vous avez fonctionné d'abord en arche, du coup, et après, comment est-ce que vous... En fait, en arche un peu, en séquencier beaucoup. Je pense que c'est beaucoup comme ça qu'on écrit. Ouais, c'est ça. On prenait après, par épisode. On s'est jamais réparti des personnages. C'est ça la question. Enfin, en tout cas, quelle on est s'est votre pas méthode, réparti quoi. des personnages. On faisait des passes en fait et des. Il y en a un qui prenait le 1, l'autre le 2. Après, on faisait lire le 1, le 2. On s'échangeait. Il y a pas eu de logique de. Et en plus, à l'époque, on écrivait Mercato aussi, le film. Donc, on avait à gérer le film en même temps, à écrire. Donc, parfois, il y en avait un qui faisait le film et l'autre faisait la série. Enfin, on s'est un peu réparti comme ça. Mais vraiment instinctivement, en réalité. On n'a pas eu vraiment de méthode, je crois. Ça se Non, sent si on peut-être, faisait des points par point, mais j'imagine comme tous les scénaristes où on faisait la beat sheet de l'épisode détaillée le plus possible. Et une fois qu'elle était suffisamment détaillée, je crois pas qu'on faisait relire ce document par la production. On partait directement en dialogué ou en séquencier. En séquencier, je En pense, séquencier, d'abord. ouais. Donc Oui, vos on faisait séquenciers étaient quand même longs. Toujours Séquencier très assez long. long, ouais. D'accord, le beat sheet, c'était ensemble que vous le faisiez, après vous repartissiez Ouais. Ouais. le c'est ça. séquencier. Le séquencier Mais je crois qu'on par a fait acte, qu'une en fait. version de séquencier. On est passé tout de suite Ouais. au. On avait quand même une petite course à l'échalote parce que, comme vous le savez, dans 2 jours sort un film qui s'appelle 13 jours, 13 nuits, adapté de la même histoire. Et on a quand même vécu toute la production dans l'idée de réussir à sortir avant eux. Et on a Et réussi. du coup, on se faisait de la guerre d'espionnage industriel où personne ne voulait dire les infos sur où ils en étaient. Mais on a tourné en plus à peu près au même moment, eux au Maroc et nous en Grèce. Et on a réussi à gagner ce combat. On est très fiers. Mais du coup, ça a été quand même on était un peu sous pression dans l'écriture quand même. Parce qu'il fallait quand même, parce que malgré tout, le premier qui raconte cette histoire, ça veut pas dire qu'il y a des histoires qui peuvent cohabiter. Mais bon, celle-ci, c'est spécifiquement en France pour s'y intéresser, c'est voilà. Oui, et puis par ailleurs, c'est un film qui coûte, je crois, 30 millions. Donc si on arrivait derrière, on avait l'impression que nous, si on la perdait, cette course, on était un peu fichus. Donc effectivement, l'idée, c'était de tourner vite, Et en d'aller plus, on vite. était européens, donc d'autant plus pour des Français, ce serait moins intéressant. D'accord, donc vous pouvez peut-être parler du bilan de cette expérience. En gros, quel conseil vous donneriez à des jeunes scénaristes et pas des si jeunes non plus d'ailleurs? Trouver des gens sympas avec qui Ça, c'est une travailler. question horrible. Vraiment, je te l'avais déjà dit d'ailleurs quand on avait fait le Zoom. Je t'ai dit, tu me poses pas cette question. Je ne sais pas. Plein de conseils. C'est quoi la question ? Demandez-nous des trucs et puis on vous répondra plutôt. Alors, mais... je peux te dire ce que tu as dit alors. Exactement. Que... Tu veux dire ce que j'ai dit ? Ouais. J'ai dit, attends, je suis sûr que je sais ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit que je travaille que par instinct, donc j'ai pas de conseils à donner. Non, c'est pas ça. C'est ce que je réponds en général. D'accord. T'as dit, on peut vraiment écrire sur tout, même sur les choses les plus graves. C'est bon. Après, je polisse un tout petit peu ce que tu dis. C'est un excellent exutoire, l'écriture. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal. C'est vrai. Pas mal. Ok. Et toi, Thomas ? J'ai aucun conseil à donner. Non, mais si on a plein de conseils. Non, mais c'est est-ce que vous horrible avez de dire un on a petit pas de regret, conseils à alors, donner. Bien sur sûr, on a cette plein de série conseils à donner, mais là, j'ai pas un conseil comme ça général. Non, mais- Si, il faut faire attention au rythme dans les. Voilà, c'est le rythme la clé du scénario, mais ça Les fait vraiment dialogues vieux aussi, con de c'est dire ça en important. fait. Mais... Plus par rapport à cette histoire. oui, ce que vous Oui, avez le peut-être rythme, appris ça marche très bien pour personnellement. cette histoire. En fait, la seule réussite de cette série, voilà, seule, j'espère, en tout cas, il y a un truc qui marche dans cette histoire, c'est son rythme en fait. Et c'était le plus dur à trouver, la cadence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là où on avait le plus de mal, c'était comment on gère le rythme. Parce que si ça va trop vite et c'est trop intense, on tombe dans 24 heures chrono. Et si c'est trop mou et trop pathos, on tombe dans un truc qu'on n'a pas envie de faire non plus. Je n'ai pas de comparaison qui me vient tout de suite. Et donc, en fait, la question, c'est quel rythme on donne. Mais ça vaut pour toutes les histoires, ça, je trouve. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que le rythme soit rapide. Il faut toujours trouver le bon rythme à la bonne histoire. Et peut-être vous avez appris des choses, peut-être vous personnellement, enfin toi Olivier qui fait beaucoup justement d'histoires vraies. Est-ce que ce projet en plein de, vous faites ensemble en vrai, mais ce projet qui était en plus choral, est-ce que c'est peut-être comme novembre, du coup est-ce que ça t'a appris quelque chose sur ton écriture, sur ta façon de fonctionner? Je n'ai pas cette sensation, mais je ne sais pas comment répondre à ça. Attends, je réfléchis. Non, ça répond on dit souvent que chaque projet nous apprend des choses. Ouais, bien sûr, enfin, non, mais pas- plein. Déjà sur l'Afghanistan, plein de trucs que je connaissais pas ce pays, qui est vraiment le pays le plus horrible au monde, donc c'est quand même, je le savais pas avant. C'est quand même l'Afghanistan, un pays qui a le pire taux dans tout, en fait, dans toutes les catégories, en mort par terrorisme, en analphabétisme. Donc non, mais je dis ça parce que ça nous a quand même chargé de quelque chose quand on l'a appris au début, parce qu'on parlait pas de n'importe quel pays quand même. Après, en termes d'écriture pure.
Moi, je dirais qu'on peut Non, mettre de non, soi je- dans tous les sujets. En fait, c'est-à-dire qu'au début, quand je suis arrivé sur cette histoire, je me suis dit, mais c'est loin de moi, je suis pas afghan, quelle légitimité je peux avoir pour écrire cette histoire? Et en fait, en rentrant dans les scènes, dans les personnages, on se rend compte que l'écriture a quelque chose de magique. C'est qu'en se mettant dans la peau de quelqu'un, en faisant l'effort, bah, on arrive à mettre quelque chose d'intime qui peut toucher à l'universel à certains endroits. Voilà. Et qu'il faut pas avoir peur d'écrire sur des choses qui sont loin de nous, parce qu'en fait, on trouve souvent des points d'accroche. Pour ça que tu t'es senti très taliban. Exactement. Et qu'on a essayé de mettre de la Et ça s'est complexité vu ce chez les soir, je talibans, crois. parce que justement, parce que même, enfin, c'est vrai que c'était un enjeu pour nous, on n'en a pas parlé, mais de faire que les talibans soient pas. Enfin, moi, j'avais une hantise, c'était de faire les nazis dans OSS, c'est-à-dire les types bêtes et méchants, bas du front. Et pourtant, ils sont bêtes et méchants et bas du front, mais c'était de se forcer quand on écrivait une scène en se disant, bah, il y a de la complexité chez l'être humain, il y en a même aussi chez les talibans, parce que quand on se documente, c'est des individus, c'est des gens, ils sont pas d'un bloc. Et donc, c'était se forcer à écrire des scènes en disant, bah oui, ils représentent le mal, mais il faut trouver des zones où il y a de l'humanité, parce que sinon, je sais pas écrire ça, ça m'intéresse pas, ça devient de la comédie ou quelque chose de trop manichéen. Et même en écrivant des talibans, on peut réussir à pas l'être, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de faire, voilà, si j'ai un conseil à donner. C'est de pas faire, même quand les sujets peuvent sembler binaires, de pas être manichéen. Oui, et d'ailleurs, on C'est un avait conseil. rencontré ce consultant qui était un journaliste italien qui était spécialiste de l'Afghanistan et qui était retourné même dans l'Afghanistan après la chute de Kaboul, voir des talibans, mais qui nous avait dit qu'un des premiers talibans qu'il avait rencontré, qu'il avait invité dans un truc avec les armes et tout, il lui avait dit qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et il a dit bah, c'est comme une question pas évidente à répondre à un taliban. Tu vois, ces questions sont pas évidentes, mais c'est des talibans, elles sont pas ouf non plus. Et là, il lui avait répondu parce que pour moi, Dieu est mort. Et on l'a mis dans la série un peu plus tard, dans je sais plus quel épisode. Mais, et en fait, ça a été un peu un déclic quand même pour nous de nous dire. Et du coup, il nous a expliqué la sociologie des talibans, qui pour beaucoup sont aussi des jeunes qui arrivent de villages de montagne, dont toute la famille est morte à la guerre, et qui en fait les talibans les payent. Et en fait, ils rentrent là-dedans et ils vivent. C'est entre mercenaires, croyants. Mais en fait, il y avait, il nous expliquait qu'il y avait, il y avait plein de catégories de talibans en fait. Et que tout ça restait quand même un prolétariat qui globalement était soit peu éduqué, soit un peu. Et on a voulu rétablir ça en fait. La complexité finalement. Ouais, oui, parce que comme disait Thomas, c'est le manichéisme n'est jamais intéressant dans la fiction, donc il fallait bien trouver des portes d'entrée et de sortie, mais il fallait pas non plus devenir trop angélique non plus. Donc c'est pour ça que dans le premier épisode, on insiste beaucoup sur ce côté les talibans qui arrivent, qui tuent le vieux, on voulait marquer d'emblée en fait, ils étaient quand même pas venus pour faire la paix. Et après, ça se complexifie au fur et à mesure de la série, en tout cas, je crois. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant historiquement, c'est que Daesh est au même moment à Kaboul. Et les talibans, devenant les associés des Américains, en fait, font un pacte de paix presque, en fait, collectif. On va laisser tout le monde partir tranquillement, mais vous nous aidez à traquer les. Mais Donc ça nous d'ailleurs, permettait de. pour compléter ce que tu dis, effectivement, au début, quand les talibans arrivent et qu'ils tuent le vieux juge, le vieux collègue de Zahara, en réalité, dans ce qu'on avait écrit, ils ne le tuaient pas, ils lui mettaient des coups. Mais on a eu besoin d'incarner la violence talibane à ce moment-là, et donc vous entendez en bruitage un coup de feu qui n'avait pas été écrit comme tel. Et qui, effectivement, tu étais le premier à dire, et tu avais raison, que moi j'étais un peu accroché à ce que j'avais écrit. Mais tu disais, bah oui, mais ça marche très bien, parce que si on n'a pas ça, on va pas sentir la violence talibane. On la met une fois au début, il tue quelqu'un, et après, on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Voilà. C'est vrai. Ah ouais, ça marche super bien. Peut-être qu'on peut ouais. demander dans la salle s'il y a des questions. Qu'est-ce que oui. Bonsoir. Alors merci pour cet échange. Moi j'ai plutôt une question pour vous Olivier, mais aussi à vous Thomas. C'était sur comme vous disiez qu'il y avait 7 lignes narratives. Comment on arrive à créer un dynamisme dans l'écriture avec cette urgence-là et avec autant de lignes narratives parallèles en fait dans le rythme. Est-ce que vous avez une technique pour qu'il y ait une espèce de fluidité dans Non, en fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, et ça paraît un peu peut-être, je sais pas quoi, mais j'ai pas l'impression qu'on avait vraiment une méthode. C'était assez instinctif en fait dans les. Bon, après, on construisait toujours en 3 actes et en tous ces trucs basiques, mais j'ai pas eu la sensation que ça s'imposait assez facilement. En fait, on avait toujours un peu l'instinct de, comme je disais tout à l'heure, de réussir à trouver émotionnellement des points d'accroche entre les personnages qui sont soit un peu à un même point. Par exemple, dans les fins d'épisodes, qu'on arrive à les suspendre émotionnellement tous à peu près à des endroits de. Mais on n'a jamais vraiment raisonné de cette façon-là, en fait. Et la difficulté qu'on avait, c'était plutôt au contraire quand on écrivait, comme de la même façon, on s'est jamais occupé des trames séparément les unes des autres. C'était vraiment quand on avait l'impression d'avoir trouvé une scène forte avec des Allemands, en fait, on finissait la scène et on commençait. L'autre scène, c'était des Italiens, en fait. Et c'est ce jeu-là, en fait, de passer d'une trame à une autre, mais en fait, il était justement très important pour trouver un équilibre. Parce que malgré tout, les écrire tout en continuité nous permettait de maintenir une continuité émotionnelle un peu entre les scènes. On sentait bien que si on sortait d'une scène où ils étaient vénères, on n'allait pas faire une scène après où
Ou je sais pas, ils auraient fait je ne sais quoi, mais on s'est essayait guidé par la scène d'avant, en fait. ouais, toujours de porter, ouais. Et au début, c'était facile, c'était dur au début, mais dans les réécritures, c'est ça qui était le plus dur, en fait. Bonjour, j'ai une question par rapport à... Vous disiez que vous aviez fait vos propres recherches au départ sur les faits réels, etc. Et qu'ensuite quelqu'un était venu pour vous aider. Non, il était là dès le début. A été là dès le début. Est-ce que c'était un scénariste et aussi quelle relation vous aviez avec cette personne? Est-ce qu'en fait vous lui avez dit bah tu fais les recherches sur tout, ou au contraire bah, on a commencé à écrire à telle scène on a besoin de la nourrir par une certaine vérité, ou au contraire on a besoin à tel moment qu'il se passe un truc un peu comme ça, donc trouve un truc qui a déjà existé Ouais. pour qu'on le puisse mettre Un de, peu- un le peu Il mettre comme ça, dedans. il avait plusieurs rôles en fait joués avec nous. Déjà, il a écrit un épisode, donc il est scénariste. Il n'avait pas écrit énormément quand il nous a rejoint. Il était plutôt coordinateur d'écriture. Il avait fait Il pour était plusieurs coordinateur séries de tapis aussi. de Tapis et de Le Monde de Demain, je crois. Ouais. Et donc quand il nous a rejoint, en fait, il était là dès le début aussi dans un travail de prise de notes et de nous aider en fait à être plus efficace. Et donc il avait ce rôle-là de coordinateur d'écriture de fait. Et effectivement, on lui demandait parfois pour des scènes, à la fois de se documenter un peu plus que nous, mais de nous de nous écrire ça dans des documents pour qu'on puisse s'y référer. Et effectivement, sur des scènes spécifiques, parfois bah, c'est tout bête, mais quand on écrit une scène, quelle route on prend pour aller de l'aéroport à machin, il fallait qu'il aille regarder pour écrire quelque chose de crédible et de plausible et de nous faire gagner du temps. Et aussi, parfois, ça pouvait être de se documenter sur Daesh, sur des choses d'infiltration, des récits, des choses, et il nous fournissait de la documentation comme ça, de façon extrêmement efficace. Voilà. Et donc, bah, il a coécrit un épisode avec nous, par ailleurs. L'épisode 4, 3. 3. 2. Enfin, 2 plus lui, 2 et demi, j'aime bien. Non, 3. Non, il fait chaud. Il fait encore plus chaud ici, 3. il y a un écran derrière. Ouais. Bonjour et merci. C'est vrai que quand j'ai entendu parler du projet, je me suis dit, comme vous disiez au départ, voilà, pourquoi autant de diffuseurs européens vont sur ce sujet. Enfin voilà, est-ce que vous avez la réponse de... Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu y aller? Je pense c'est des diffuseurs européens qui sont tous donc c'est l'Alliance, donc c'est le service public européen. Donc je pense qu'il y avait l'idée de faire une série de services publics autour de cette question-là. Je pense qu'ils ont vu oui l'opportunité d'ouvrir les yeux des Européens sur une tragédie qui se passait, une tragédie contemporaine avec des auteurs et des producteurs qui étaient prêts à s'en emparer tout de suite. Donc ça leur a plu. L'idée qu'on soit aussi réactif, je pense qu'ils se sont dit tiens, il y a une opportunité. Et après, oui, c'était de raconter à la fois, je pense, si je me mets à leur place, une forme d'héroïsme européen et en même temps de dire quelque chose d'assez amer sur le monde d'aujourd'hui et d'ouvrir les yeux sur une tragédie qui touche des gens qui vont se retrouver en situation de migration chez nous, etc. Je pense que ça correspondait vraiment à leur cahier des charges. On l'a senti tout de suite, c'est-à-dire que dès le premier rendez-vous qu'on a fait avec eux, ils avaient envie de faire cette série et on en est sorti en disant bon bah ils la veulent vraiment. Voilà. Après, j'ai l'impression que dans l'Alliance, il y a un truc, je sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé avec l'Alliance, mais il y a un truc où c'est un pays propose. Et bon, évidemment, ils se mettent d'accord, mais après, le pays qui a proposé, c'est lui qui lead, et les autres, c'est un soutien de coproduction et de sortie. Donc évidemment qu'ils avaient un enjeu, ils auraient dit non si jamais ça les intéressait pas, mais je pense que le fait que la France soit aussi moteur a aussi convaincu les deux autres de s'associer au projet, en fait. Il me semble, non, je crois. Tout à fait. Nous, on les a vus que 2 fois, en vrai. Hein, Oui, les Italiens et les Allemands, mais bon, ils auraient pu dire non. Ils ont dit oui, non, tout à fait. Non, mais je veux dire, il y a aussi un truc il y a un pays qui lead. Par exemple, là, il y a Monte Cristo qui va sortir bientôt sur France Télévisions. Je sais pas quand ça a été repoussé, mais c'est une série italienne. Et la France, elle a soutenu le truc, mais c'est vraiment dirigé depuis l'Italie avec un cast italien et un. Voilà, c'est différent parce que c'est une série vraiment nativement européenne. Enfin, même dans ça. C'est ça que Rassam a pu obtenir qu'elle soit décalée pour que son Monte Cristo sorte avant et que là, Il il n'a n'a pas pas réussi à faire avec nous. C'était une série nativement française. Est-ce qu'il y a une dernière question? J'en ai une, pardon, j'avais le micro juste à côté de moi. 2 questions rapides. Combien de temps l'écriture concrètement a duré en semaines ou en mois? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Ok. Et comme c'est très choral et en effet, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'intrigues, je me suis demandé si beaucoup de choses avaient changé, été trouvées et changées au montage, dans l'équilibre au sein Pas même tant que des ça. épisodes. Assez peu, ouais. Un Assez peu de choses. évidemment, de façon logique sur l'ordre de certaines scènes, mais on a un peu retrouvé nos petits entre guillemets, quoi. En fait, j'ai même la sensation que c'est l'inverse, en fait, parce que la choralité, elle oblige presque le montage.
C'est beaucoup plus facile de changer dans un récit linéaire des ordres et des intentions et de mettre de l'émotion avant et de bouger. Quand c'est linéaire, en fait, on est linéaire et chronologique en plus. Et obéissant à une chronologie historique. Donc en fait, c'était un peu enfermant. Donc il y a des endroits qui ont bougé, bien sûr, à l'intérieur des blocs, mais en fait, en réalité, c'est assez fidèle au scénario, mais pas juste par fidélité, mais parce que le scénario est un peu enfermant. Parce que c'était Amina, la médecin, qui est à l'hôpital, puis après qui rentre chez elle et qui va... En fait, vous ne pouvez pas monter un bloc ailleurs, en fait. Donc c'est plus difficile, je trouve, quand c'est choral, d'échapper à la dramaturgie, au montage. Il me semble. Pas une théorie non plus, hein, mais bon. C'est bon? Est-ce que vous avez faim? Et en l'occurrence, pardon, les réalisatrices. Vous voulez que je commence ma question? Oui, ok. J'ai une question par rapport aux réalisateurs et en l'occurrence les réalisatrices. Vous aviez dit que les producteurs, du coup, vous n'avez pas du tout demandé votre avis quant au choix de ces personnes. Moi, j'ai une question. Pourquoi ils ont choisi des réalisatrices étrangères? Je pense qu'ils avaient très envie que ce soit des femmes. Déjà, même s'ils n'ont pas rencontré que des femmes, mais l'idée que c'était des femmes, en fait, pour réaliser cette série quand même sur l'Afghanistan, les talibans, je pense que c'était un truc assez important pour eux. Après, pourquoi étrangers? Parce qu'ils avaient besoin de gens très anglophones, en fait, parce que tout ça était quand même... il fallait coordonner des gens de tous les pays, je pense. Parce que vous n'avez pas remarqué, mais tous les occidentaux dans la série, comme vous l'avez vu en VF, mais les occidentaux parlent en anglais dans la série. T'as vraiment envie de le répéter pour qu'on nous tape dessus avec ce qui parle anglais, c'est fou. Hein. Ouais. Non, mais donc il fallait que ce soit des anglophones, et après il y a des Français qui parlent anglais, mais ça a ouvert le casting, quoi, tout d'un coup. Et comme en plus c'était une copro européenne, ils se sont dit que le fait de venir que ce soit pas franco-français, vu qu'il allait y avoir un casting international, ça faisait sens aussi, vu qu'il y avait des producteurs français, des auteurs français. Voilà, et aussi, il y avait forcément un truc de savoir-faire plus artisanal chez des réalisateurs étrangers de pays plus petits. C'est pour ça qu'ils avaient vu des Israéliens, des Écossais, des Polonaises, parce qu'ils avaient l'impression, dans ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient une capacité à avoir plus de production value avec moins de moyens. Là où, apparemment, on a un réalisateur français dont on taira le nom, qui était associé au projet au tout début, qui est parti en disant si j'ai pas 5 millions par épisode, je peux le faire, mais sans l'aéroport. Voilà, on leur a dit, bon, bah écoute, non, bah du coup, tu le fais pas. Donc, il ne l'a pas fait. En fait, ils avaient un peu cette peur que le réalisateur français arrive. C'est pas les mêmes moyens de production, tout simplement. Et de fait, ça se voit dans la série. Il y a un côté assez artisanal dans la façon dont les décors sont faits. Vous verrez, surtout après, quand on est à l'aéroport. Enfin, ça a l'air assez impressionnant, mais quand on était sur le plateau, ils géraient 600 figurants dans une espèce de la fameuse usine désaffectée. Et en fait, c'était très impressionnant comme le rendu à l'image par rapport au côté vraiment déglingue du lieu. Enfin, on disait, ça va jamais marcher du tout. Et en fait, ça marchait très, très bien. Et je pense qu'ils allaient chercher ça, en fait. Et je pense que comme c'est des gens qui ont une habitude de faire des plus petites productions, en fait, ils les sentaient plus à même d'y arriver. Je pense qu'ils ont été aussi traumatisés par ce réalisateur français qui, comme tu le rappelais, je pense que ça a joué, ça se fait un peu comme ça. Ils ont rencontré un mec, on avait tous envie que ce soit lui. Il a dit, j'aurais pas du tout assez d'argent, il me faut le triple. Donc ils se sont dit, oh là là, on a peur des Français, ils vont être compliqués. Et voilà. Si quelqu'un trouve qui c'est, bouteille de champagne. Voilà. Vous l'aurez su. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon? Non, c'est bon. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Olivier et Thomas. C'était génial. Merci. Merci.